Bon, merci pour l'invitation. Moi, je suis spécialiste de neurosciences computationnelles. Je ne suis plus à l'École normale supérieure, en fait. Jusqu'à il y a un mois à peu près, j'étais maître de conférence à l'École normale. Et maintenant, je suis à l'Institut de la Vision, où je dirige une équipe de neurosciences computationnelles. Et donc, ce dont je vais parler ici, ce n'est pas la perception du temps, mais un peu le point de vue contraire, c'est-à-dire comment le temps est à la base du calcul neuronal. Alors, un neurone, c'est une cellule qui est spécialisée dans le traitement de l'information par le biais d'impulsions électriques stéréotypées qu'on appelle des potentiels d'action. Alors, ce que vous voyez ici, donc ça c'est un neurone cortical. Et ici, c'est le décours temporel du potentiel électrique du neurone. Et donc, on voit cette série d'impulsions électriques, et c'est ces impulsions qui sont communiquées aux autres neurones. Donc, la sortie d'un neurone, ça peut se représenter abstraitement par une série d'instants temporels. Donc, en première analyse, d'un point de vue opérationnel, ce que fait un neurone, c'est transformer un ensemble d'impulsions, c'est-à-dire d'instants, en un autre ensemble d'impulsions en sortie. Comment est-ce que cette opération est effectuée biologiquement ? Grosso modo, on peut le représenter de cette manière-là. Lorsqu'une impulsion électrique parvient à un neurone, cette impulsion va déclencher un certain nombre de processus qui vont changer le potentiel du neurone. Ce potentiel va ensuite revenir à une valeur d'équilibre sur une échelle de temps qui est de l'ordre de la milliseconde ou de la dizaine de millisecondes. Et lorsque plusieurs impulsions sont reçues, il y a une accumulation de ces modifications jusqu'à ce qu'on arrive à un certain seuil de potentiel qu'on appelle le seuil de décharge. Et là, le neurone va produire une impulsion qui va ensuite être transmise aux autres neurones. Donc, historiquement, en neurosciences computationnelles théoriques, on a essayé de décrire cette opération impulsionnelle qui est relativement complexe en des termes plus simples, c'est-à-dire en termes de fréquence de décharge. Donc, qu'est-ce que c'est que la fréquence de décharge ? Il y a plusieurs façons de la définir. Une première, c'est d'éliminer le temps, c'est-à-dire de considérer le nombre moyen d'impulsions générées par un neurone. Une autre façon de le définir, c'est de conserver le temps, mais d'éliminer l'espace, c'est-à-dire qu'on prend un ensemble de neurones et on compte le nombre moyen d'impulsions créées par cet ensemble de neurones dans une petite fenêtre de temps. Donc on peut avoir ainsi une fréquence de décharge qui est variable, mais qui correspond à un ensemble. Donc ces deux façons de définir la fréquence de décharge ne sont pas entièrement satisfaisantes, puisqu'on ne les obtient qu'en éliminant en fait, une des dimensions de l'activité neuronale. Donc en fait, la façon la plus moderne de parler de fréquence de décharge en neurosciences théoriques, c'est de voir la fréquence comme une variable abstraite, c'est-à-dire comme une probabilité de décharge. C'est-à-dire pour un neurone donné, la probabilité qu'il émette une impulsion dans une fenêtre de temps donnée. Donc ainsi, chaque neurone peut avoir une fréquence qu'on appelle fréquence instantanée de décharge et qui peut varier dans le temps. Ce point de vue correspond en fait à voir la décharge d'un neurone comme la réalisation d'un processus ponctuel, c'est-à-dire d'un processus aléatoire dont la sortie, c'est des instants temporels. Donc ça, c'est le point de vue, on va dire, traditionnel sur le calcul neuronal. Alors pourquoi... qu'on appelle donc théorie fréquentielle par opposition aux théories impulsionnelles. Donc dans les théories fréquentielles, au lieu de considérer l'opération neuronale comme une opération impulsionnelle, on essaie en fait de se ramener à un cadre mathématique plus traditionnel où on considère que le neurone en fait, va effectuer une sorte de calcul, donc d'opérations algébriques sur des variables scalaires qui sont les fréquences de décharge et dont la sortie serait une autre fréquence de décharge. Donc ça nous permet en fait de nous ramener à un cadre théorique beaucoup plus familier que des opérations sur des impulsions. Donc un exemple de ça, c'est la théorie des réseaux de neurones formels, comme par exemple le perceptron. Donc dans le perceptron, c'est une description formelle de l'activité neuronale, on a une sortie qui
qui est même originellement une variable binaire, qui pourrait être une variable scalaire, et qui va être une fonction non linéaire d'une somme pondérée des entrées vues comme des fréquences de décharge. Alors pourquoi, avant que j'explique pourquoi ces théories sont remises en question, je veux simplement préciser que les théories fréquentielles au départ, c'est plus un postulat méthodologique qu'une hypothèse expérimentale, c'est-à-dire qu'on l'introduit parce que ça nous permet de nous ramener à des descriptions plus simples, et on espère bien sûr que cette description va être suffisamment proche de la réalité. Alors pourquoi est-ce que ce point de vue il est critiqué par un certain nombre d'auteurs plus récents? Il y a beaucoup de raisons, donc je vais en citer quelques-unes. La première, c'est une observation assez élémentaire, c'est que cette opération impulsionnelle effectuée par le neurone, elle est essentiellement déterministe si on considère un neurone isolé. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Ça, c'est une expérience qui date d'il y a à peu près 20 ans, qui est faite en tranches, donc sur un neurone du cortex isolé. C'est une expérience très simple. On injecte un courant dans le neurone. C'est le courant que vous voyez là, donc c'est un courant qui est variable. Et on regarde la sortie du neurone, que vous voyez ici. Donc ici, on a le temps, ici, c'est le potentiel. Et donc, on mesure le temps des impulsions produites. Voilà, une expérience assez élémentaire. Et on refait exactement la même expérience 25 fois dans le même neurone, avec exactement le même courant. Et ce que vous voyez dessous, c'est les 25 réponses. Chaque petit trait correspond à une impulsion produite. Et ici, c'est le temps. Donc, en fait, vous voyez que les décharges sont produites pratiquement aux mêmes instants dans tous les essais. Donc, la transformation entre une entrée et une sortie impulsionnelle, ici, est essentiellement déterministe. Donc, cette opération est quasi déterministe. Il y a quand même malgré tout des sources de bruit, bien sûr, dans le cerveau. Par exemple, l'agitation thermique des canaux ioniques, qui est présente en fait dans cette expérience. On voit que ce n'est pas entièrement parfait. Et il y a aussi le bruit de la transmission synaptique, qui ici n'est pas inclus. Mais quand même, globalement, cette opération ici, on ne peut pas vraiment la décrire de manière satisfaisante comme un processus aléatoire, en fait. Une deuxième observation, c'est que les neurones sont extrêmement sensibles aux corrélations dans leurs entrées, et pas seulement à la fréquence moyenne, à l'activité moyenne de leurs entrées. Alors, ça c'est illustré dans ce petit schéma élémentaire où on considère juste deux impulsions. Donc pourquoi est-ce que les neurones sont sensibles aux corrélations? Pour une raison très simple, c'est qu'une fois qu'une impulsion électrique est reçue par un neurone, donc le potentiel va augmenter et puis il va revenir à l'équilibre en un certain temps, disons quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. Donc ça veut dire que si une deuxième impulsion arrive sur ce neurone assez tard, eh bien le potentiel va augmenter, mais pas suffisamment pour produire une décharge. Tandis que si les deux impulsions arrivent simultanément, alors dans ce cas, on a plus de chances d'arriver au seuil de décharge et de faire en sorte que le neurone produise une impulsion. Donc pour cette raison-là, les neurones vont décharger préférentiellement pour des entrées synchrones plutôt qu'asynchrones. Alors bien sûr, c'est très schématique, puisqu'ici on n'a que deux impulsions, et si on considère ce qui se passe dans le cerveau, il y a beaucoup plus d'activité. Un neurone cortical a de l'ordre de 10 000 synapses, donc 10 000 entrées. Et en fait, on a montré, en fait, il y a un argument théorique assez simple qui montre que même dans cette situation plus complexe, les neurones sont extrêmement, peut-être même plus, sensibles aux corrélations. Alors, ce que je montre ici, c'est le résultat d'une simulation d'un modèle de neurones, mais on a montré que les prédictions qu'on obtenait fonctionnaient également en tranches. Et donc, dans cette simulation, c'est très simple, on considère 5000 entrées, donc 5000 trains d'impulsion, totalement décorrélés, aléatoires, et on observe la sortie du neurone. Donc vous voyez ici le potentiel en fonction du temps, qui est bruité en fait. Et de temps en temps, une impulsion est produite. Ensuite, on va modifier très légèrement le temps d'une toute petite proportion, une toute petite partie des impulsions en entrée, de façon à créer des événements de synchronie.
mais qui concerne une toute petite fraction des impulsions. Et en faisant cette manipulation, dans ce cas ici, on voit que la fréquence de décharge en sortie est multipliée d'un facteur 4, ce qui est énorme par rapport à la modification qu'on a introduite. Et en fait, on peut même calculer que la modification des entrées qu'on a faites correspond à un changement des corrélations par paire, donc entre paires d'entrées, qui est tellement petite qu'on ne pourrait vraisemblablement pas la mesurer. La raison pour laquelle, une raison qu'on peut invoquer pour laquelle ce phénomène se produit, c'est que la décharge du neurone va dépendre non seulement de l'activité moyenne, mais également des corrélations par paire. Et des paires, il y en a beaucoup quand on a beaucoup d'entrées ici, il y en a de plusieurs millions. Donc en fait, l'effet de ces petites corrélations va s'accumuler, de sorte que les neurones vont être extrêmement sensibles aux corrélations. Donc ce sont deux observations qui ont motivé un certain nombre de théories alternatives aux théories fréquentielles. Et il y en a un certain nombre, donc j'ai dû en sélectionner un petit nombre, j'en ai sélectionné 3. Donc ce sont des théories de la computation neuronale qui reposent non plus sur une description fréquentielle, mais sur des descriptions qui prennent en compte le temps des impulsions. Donc une première théorie considère le temps comme signature des objets. En fait, Virginie en a parlé dans son séminaire. C'est une théorie qui a été motivée en partie par un problème qu'on appelle le problème du liage perceptif, qui est un problème qui se pose quand on considère le concept d'assemblée neuronale. Le concept d'assemblée neuronale, c'est un concept central dans les théories fréquentielles, où on considère qu'un objet, par exemple un objet visuel, est représenté dans le cerveau par l'activation d'un ensemble particulier de neurones. Et par exemple, si on imagine dans le champ visuel un disque rouge, ce disque rouge serait représenté par l'activation du neurone qui code pour disque et du neurone qui code pour rouge. Le problème du liage, donc c'est le liage des différentes caractéristiques d'un même objet. Le problème du liage se produit lorsqu'on a plusieurs objets dans la scène visuelle. Par exemple, si l'on a un disque rouge et un carré bleu, alors on a ces 4 neurones qui vont être actifs simultanément. Donc les neurones rouge, bleu, disque et carré. Et ce sont les mêmes neurones qui vont être actifs si un disque bleu et un carré rouge sont présents dans la scène. C'est ce qu'on appelle la catastrophe de la superposition. Donc ça, c'est une faiblesse du concept d'assemblée neuronale qui en fait, plus profonde que ça, c'est qui correspond au problème que le concept d'assemblée neuronale n'a pas de structure. En fait, c'est juste un ensemble de neurones. Il n'y a aucune structure. Donc on ne peut pas représenter des choses qui ont des relations entre elles. Voilà. Donc pour régler ce problème, il y a un certain nombre d'auteurs, notamment Wolf-Singer, qui ont proposé une théorie dans laquelle le temps est utilisé pour lier les caractéristiques d'un même objet. Donc l'idée repose sur l'observation d'oscillations dans le cortex, notamment d'oscillations gamma, donc dans les 50 Hz. Et donc ces oscillations vont servir de référence temporelle commune. Et l'hypothèse spécifique, c'est que les propriétés d'un même objet, donc par exemple bleu et carré, vont être encodées par des impulsions électriques qui vont se produire dans la même période d'une oscillation. Par exemple, si on a un disque rouge et un carré bleu, eh bien, le neurone bleu et le neurone carré vont décharger tous les deux, mais dans la même période de l'oscillation, donc de manière à peu près synchrone. Et pareil pour les neurones rouges et ronds, mais ça va être une période de l'oscillation différente. Et par conséquent, on va pouvoir distinguer ce cas ici où on a un carré bleu du cas symétrique où on a un carré rouge et un rond bleu. Donc ici, le temps est vraiment une signature de l'objet. Une deuxième théorie, c'est une que j'ai introduite il y a quelques années. Ça repose aussi sur la notion de synchronie sélective. Mais ici, on voit la synchronie comme la signature d'un invariant sensoriel. Je vais donner un exemple simple dans la localisation des sons dans l'espace. Ce que vous voyez ici, c'est une chouette. Donc les chouettes
arrivent à attraper des souris dans le noir en utilisant leurs oreilles. Donc quand une source sonore produit un son, mettons que la source provienne de la droite, le son va arriver à droite, à l'oreille droite d'abord, et puis un petit peu plus tard à l'oreille gauche. Donc on a un décalage temporel ici. Et dans le tronc cérébral, donc, dans le cerveau de la chouette, il y a des neurones qui reçoivent des informations sous forme d'impulsions électriques en provenance des deux oreilles, avec des délais de conduction différents. Et donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est que si la somme du délai acoustique, de propagation acoustique, et axonale, donc neuronale, est la même des deux côtés, alors ce neurone va recevoir des impulsions coïncidentes et il va se mettre à décharger. Et donc ce neurone va décharger spécifiquement pour une certaine valeur des délais acoustiques, en fait. Donc pour une certaine position de la source. On obtient ainsi, d'une part, une synchronisation qui est spécifique d'une position spatiale, et puis, pour ce neurone, une décharge qui est spécifique de la position spatiale. Et en fait, ça correspond, cette synchronisation, à un invariant au niveau des signaux sensoriels. Cet invariant, c'est qu'au cours du temps, le signal reçu par l'oreille droite est exactement le même que le signal reçu à l'oreille gauche à un décalage temporel donné précis. Donc, un invariant sensoriel, on peut voir ça aussi comme une loi suivie par le signal. Ce qui est intéressant d'un point de vue computationnel ici, c'est que cette synchronisation est indépendante du signal source. Elle dépend uniquement de la configuration spatiale, en fait de l'invariant sensoriel, mais c'est invariant par rapport au contenu du son. Donc cette idée, elle se généralise et elle a en fait une relation avec des théories en psychologie où on considère que la base de la perception, ce n'est pas des éléments, par exemple des pixels, mais des lois. Donc chez Gibson, qui est un psychologue visuel, c'est la notion de structure invariante qui est en fait les lois suivies par les signaux sensoriels. Et il y a des idées similaires chez Kevin O'Regan, par exemple, où c'est plutôt les lois sensorimotrices. Donc il y a un lien avec ces idées en psychologie. Et on peut généraliser cette idée à des cas plus complexes que celui que je viens de montrer, que j'illustre ici. On considère un ensemble de neurones. Donc, par exemple, on prend deux neurones A et B. Ces deux neurones réagissent au même stimulus sensoriel, mais ils envoient une partie différente. Une façon de représenter ça, c'est de dire que pour le neurone A, le stimulus, donc le signal, va être transformé par un certain filtre, par exemple, que j'ai appelé NA ici, et puis le signal qui en résulte va être transformé en impulsion. Et la même chose pour le neurone B, mais avec un autre filtre. C'est comme si vous voyez une autre partie du stimulus. Et donc, on peut définir ce que j'ai appelé le champ récepteur de synchronie pour cette paire de neurones, qui est l'ensemble des signaux pour lesquels on va avoir une décharge synchrone, c'est-à-dire pour lesquels l'application de ces deux filtres donne le même résultat. Et en fait, ça, c'est rien d'autre qu'une certaine loi suivie par le signal. Donc en fait, ici, la synchronie correspond à une certaine loi sensorielle. Et donc, un neurone qui recevrait des impulsions des neurones A et B et qui serait sensible aux coïncidences, à ce moment-là, se mettrait à décharger lorsque cette loi est présente dans les signaux. Donc ça, c'est une idée qu'on a appliquée à la localisation des sons et à d'autres sujets, comme la perception de la hauteur tonale, par exemple. Une troisième, et ce sera la dernière théorie que je présenterai, c'est plusieurs théories, c'est un ensemble de théories qui sont plutôt représentationnelles, plus que computationnelles, c'est-à-dire qu'on considère que les impulsions produites par un ensemble de neurones, ici ce sera un ensemble de neurones et là c'est le temps, ces impulsions représentent le signal, ou un certain signal, par exemple le son. Représente, ça veut dire qu'à partir de ces impulsions, on est capable de reconstruire ce signal. Donc ici, par exemple, on considère que le signal peut être reconstruit comme une somme de noyaux, donc de fonctions centrées sur le temps de ces impulsions. Donc c'est une approche représentationnelle
mais qui est impulsionnel, c'est-à-dire qui ne repose pas sur l'idée de fréquence moyenne. Il y a des algorithmes qui permettent de passer du son, donc du signal, à cette représentation impulsionnelle, celui qu'on appelle par exemple matching pursuit. Ce n'est pas un algorithme neuronal du tout, c'est un algorithme informatique. Et ces représentations impulsionnelles ont un certain nombre de propriétés qui sont avantageuses par rapport aux représentations fréquentielles, notamment en termes d'erreurs de reconstruction. Il y a aussi des propriétés intéressantes, plus pour les aspects expérimentaux, c'est que ce type de représentation est une représentation coordonnée, dans le sens où si on imagine qu'il y a du bruit, ou que par exemple un neurone rate une impulsion, alors pour compenser cette erreur, les autres neurones doivent décharger. Donc ça veut dire que c'est une représentation qui est coordonnée. Donc cet algorithme qui existe est non neuronal, mais il y a des gens, notamment Sophie Denève, qui ont travaillé sur des systèmes neuronaux qui sont capables de traiter des représentations impulsionnelles. Donc, par exemple, dans ce travail récent qui date de l'année dernière, ils ont montré comment un ensemble de neurones impulsionnels, donc, qui produisent des impulsions, sont capables d'intégrer des systèmes différentiels, ce qui veut dire dont la représentation impulsionnelle correspond à la solution d'un certain système différentiel. Et l'approche ici est la suivante. On considère que la sortie de ces neurones représente cette solution. Donc cette solution doit vérifier ce système différentiel. Et donc à partir de ce postulat, on en déduit le comportement que doivent avoir les neurones. Et il se trouve que le comportement que doivent avoir ces neurones ont certaines propriétés qui correspondent à des propriétés connues. Je pense que c'est la fin. Et donc dans ce dernier transparent, je voulais juste mentionner quelques-unes des autres théories impulsionnelles. Il y en a encore d'autres, mais ce sont celles les plus connues. Et il y a une idée qui est représentationnelle aussi, c'est celle du codage par rang, c'est-à-dire l'idée que les signaux sensoriels sont représentés non pas par le temps des impulsions en tant que telles, mais par l'ordre dans lequel les impulsions sont produites. Donc ça, c'était une idée défendue notamment par Simon Thorpe. Une idée plus ancienne qui date des années 80, c'est l'idée des Synfire Chains, où il y a une propagation de l'activité synchrone, donc qui est plus une idée dynamique que computationnelle. Et une généralisation de cette idée, c'est celle introduite par Izikevich récemment, c'est celle de la polychronisation. C'est une généralisation de cette idée de propagation de chaînes d'activité synchrone en prenant en compte des délais de conduction hétérogènes. Et donc on a des groupes de neurones qui vont produire des motifs d'activité particuliers, qui vont représenter certaines choses. Donc je vais juste terminer en laissant afficher cette transparent avec quelques références correspondant à certaines choses que j'ai montrées. Le toute dernière chose ici, c'est un certain nombre de textes que j'ai écrits sur ce sujet sur mon blog. Je vous remercie. Merci.